Comprendre et appliquer Sun Tzu en 37 stratagèmes, de Pierre Fayard, lu par Alain Gazal. À l'issue d'une campagne militaire victorieuse contre son ennemi du Sud, l'empereur du Nord et son armée atteignent les rives du fleuve faisant frontière avec l'État adverse. De l'autre rive, les restes de l'armée défaite se sont rassemblés à grand-peine. Le franchissement du fleuve assurerait un succès complet aux nordistes qui unifieraient ainsi l'Empire. Mais leur souverain, qui a toujours craint l'élément liquide, tergiverse en dépit des incitations pressantes de ses officiers et de leurs démonstrations rationnelles, fondées sur une analyse objectivement très favorable. Non seulement l'Empire du Nord dispose de troupes numériquement et moralement supérieures, mais sa marine est parfaitement adaptée pour traverser le fleuve en toute sécurité. Statu quo, l'empereur et son état-major se murent dans des convictions opposées et la situation est bloquée. Se démarquant du parti en faveur de la traversée, un conseiller subalterne suggère que l'empereur triomphant a besoin de repos. Cela mérite plus qu'un simple bivouac, mais une installation à hauteur de son nouveau prestige. La proposition est aussitôt validée par le souverain, qui ordonne qu'il y soit donné suite sous la conduite de cet homme sage qui ne s'oppose pas à lui. Bientôt, un vaste palais de campagne s'élève en bordure du fleuve. Hérissé de défense, il nargue l'ennemi du Sud. Tentes majestueuses, pavillons, cuisines et écuries, rien ne manque, et l'empereur s'y installe en toute sérénité. Mais cette construction repose sur un support flottant qui, durant le sommeil du souverain, se détache et traverse le fleuve. Au petit matin, l'armée qui a suivi la nef impériale liquide les dernières forces de l'ennemi sudiste, dont la défaite est consommée. En toute quiétude, du fait des apparences sécurisantes du palais de campagne, le Fils du ciel a traversé l'obstacle, l'esprit en paix, au milieu de dangers qui, précisément, l'épouvantaient. Ce premier stratagème est un condensé de l'art du même nom, en ce qu'il rassemble tous les éléments qui concourent à son savoir-faire. Au lieu de se comporter de manière raisonnable et prévisible, le conseiller avisé combine avec économie, harmonie aux circonstances et force du paradoxe. Dans cette histoire emblématique, tout indique qu'une offensive immédiate est l'option la plus rationnelle. Sauf que l'aquaphobie de l'empereur la rend impossible. Au lieu d'épouser l'argumentation dominante partagée par les généraux et amiraux nordistes, le conseiller rusé en prend le contre-pied en apparence. En se plaçant en rupture du courant dominant, il s'assure de la confiance de l'empereur et coupe court à la bataille des arguments contraires. Parce qu'il coïncide avec la position du souverain, harmonie, il se procure une liberté de mouvement qui lui permet de mettre en œuvre l'option rationnelle sans passer par le préalable hasardeux d'une bataille d'arguments. Lorsque le bien fondé d'une option ne peut assurer son choix, il est économiquement vain de s'obstiner ou de s'enferrer dans une surenchère vaine. Au lieu de s'évertuer en pure perte à chercher à imposer un point de vue, un usage stratégique du paradoxe renforce dans un premier temps les positions contraires, harmonie, pour mieux les instrumentaliser dans un second. Plus des convictions, habitudes et certitudes sont largement partagées au point de ne plus être discutées, moins la vigilance s'exercera quant à des alternatives que tous considèrent comme déraisonnables, donc exclues de toute considération. En se réglant sur des convictions, des croyances ou des représentations rassurantes, soit en s'y harmonisant, le stratège se procure une efficacité à moindre coût du fait que personne ne soupçonne la possibilité d'une action paradoxale. Le renforcement des convictions assure la sécurité de la manœuvre rusée.